Rebonjour à tous. Donc, on va vous présenter avec Dino un retour d'expérience de prise en compte du gonflement sur le radier donc, de la gare de Clichy-Montfermeil, du Grand Paris. Donc, une slide en guise de sommaire, après un mot de présentation sur la géométrie de la gare. On vous présentera son contexte géotechnique. Puis nous vous présenterons les différentes approches calculatoires qui ont été mises en œuvre. En effet, cette gare elle a donné lieu à un certain nombre de réflexions qui ont alimenté celle du groupe de travail. Et donc on propose de détailler ces méthodes dans le cadre de ce REX. Puis nous vous présenterons les dispositions constructives qui ont découlé des résultats de ces modélisations. Et enfin, cette gare elle a donné lieu à une instrumentation assez complète et spécifique du gonflement en fond de fouille, dont les premiers résultats vous seront présentés avant la conclusion. Donc la gare de CMF, elle fait partie du lot 2 de la ligne 16 du Grand Paris Express, lot 3, me dit-on. Elle présente une forme de bilobe dissymétrique avec des rayons de 16 et 20 mètres pour 30 mètres de profondeur escavée. L'enceinte est constituée de parois moulées d'1,20 m de profondeur, d'1,20 m d'épaisseur, qui sont reliées au niveau de la jonction entre les lobes par une paroi refend, elle-même en paroi moulée, qui se prolonge sous le fond de fouille. Donc, l'entreprise constructeur est un groupement entre Salini et NGE. Les études d'exécution sont assurées par CISRA. L'ensemble de la ligne est sous maîtrise d'ouvrage SGP. Et puis pour ce lot, c'est Egis qui a assuré la maîtrise d'œuvre, quand Terrasol a assuré la MO géotechnique. Donc, la gare de CMF, elle s'inscrit dans un contexte géotechnique assez chahuté, où on va avoir des limites et des épaisseurs de formation qui varient de façon assez rapide et irrégulière. Ceci est possiblement dû à un fontis au droit de la gare, dû à de la dissolution du gypse dans les masses aimants du gypse, au sein desquels la gare s'ancre. Donc les parois moulées sont ancrées dans la couche de MFL. Vous avez ici une couche nord-est, sud-ouest, où l'on distingue donc un pendage des différentes formations, donc avec le travertin de Brie, les argiles vertes, les marnes supragypseuses, marnes de Pantin, marnes d'Argenteuil, et dont pour la couche qui nous intéresse, que sont les marnes d'Argenteuil, vous avez l'isohypse de la base de la formation qui confirme que l'on va retrouver sous le grand lobe une épaisseur plus faible de marne, donc de l'ordre de 4 mètres, quand on a encore 7 mètres de marne sous le petit lobe. Donc ces marnes subissent un déchargement important, je vous disais de l'ordre de 30 mètres, et donc l'impact du gonflement au niveau de la structure du radier doit être pris en compte, et notamment vis-à-vis de la limitation des déplacements, puisqu'il y a sur cette gare un critère de limitation de déplacement important, de l'ordre de 10 mm de déplacement différé au niveau des portes palières. C'est un critère vis-à-vis du système qui était exprimé. Donc ce contexte spécifique a conduit à définir deux modèles, un pour le grand lobe au nord et un pour le petit lobe au sud. Donc les marnes bleues d'Argenteuil, dont vous avez ici une photographie de carottes, sont plastiques, avec un IP qui est de l'ordre de 57 pour une limite de liquidité de 88%, quand la teneur en eau naturelle est de l'ordre de 33%. Néanmoins, c'est quand même des marnes. On voit qu'il y a une quantité de calcaire importante avec une teneur en CaCO3 de 45%. Et puis l'ensemble des essais spécifiques Uderenberg ou d'essais en parallèle qui avaient été réalisés ont permis de retenir un jeu de paramètres là, pour la pression de gonflement de l'ordre de 250 kPa et puis un coefficient de gonflement exprimé en déformation là, de l'ordre de 3,6%. Donc le radier d'1,30 m d'épaisseur a une forme particulière là, en berceau pour accueillir le tunnelier et à terme les voies. Et ce radier doit donc s'opposer aux effets du gonflement et à la pression d'eau additionnelle. Donc, différentes approches calculatoires ont été mises en œuvre. Donc là, je vous ai mis les noms des approches en lien avec le guide 3A, 3B, 4B, 4A. Donc, des méthodes semi-analytiques en phase de conception, des méthodes où le sol est modélisé comme des ressorts indépendants et on va imposer un déplacement lié au gonflement en phase d'exé.
Et puis de manière à sécuriser l'estimation des soulèvements, cette gare a donné lieu à des modélisations en éléments finis 3D avec donc 2 méthodes, des méthodes numériques en déformation volumique imposée et des méthodes en déconsolidation, qui sont les 2 méthodes sur lesquelles on va revenir là, dans le cadre de cette présentation. Donc, dans les modèles en déformation volumique imposée, l'idée est de venir d'ajouter une déformation supplémentaire, un epsilon G, en plus des déformations élastiques et plastiques issues du calcul phasé, qui vient s'appliquer dans la zone qui est susceptible de gonfler. Donc, cette déformation additionnelle, elle est supposée suivre une loi en évolution linéaire dans une échelle log entre la contrainte et la déformation, et s'annuler lorsque la contrainte atteint donc soit la pente de gonflement, soit lorsqu'on est supérieur à la contrainte de référence de gonflement retenue. C'est un type de modélisation qui est couramment utilisé dans les modélisations aux éléments finis, largement dans les tunnels. Vous avez ici là, une figure qui est issue du tunnel du Lambesque, donc à la fin des années 90, dans un modèle César, où l'idée était la même. On venait rajouter dans la zone susceptible de gonfler une pression pour simuler ce gonflement. Par contre, ce type de simulation se heurte en fait à des difficultés pratiques. En fait, il n'est pas possible de définir une déformation unique qui satisfasse en tout point la condition contrainte déformation associée à la loi de gonflement. Et puis dans les codes de calcul courants, il n'est pas possible d'introduire des déformations spécifiques aux différents éléments en fonction de leur état de contrainte. Et donc, pour cette étude, dans le cadre de notre mission d'AMO, on a réalisé un modèle Plaxis 3D associé à une procédure spécifique de simulation du gonflement. Donc, l'idée, dans un premier temps, pour la zone gonflante, de la découper en blocs, donc 112 là, dans le cadre de cette étude, dans lequel on va chercher à imposer le juste niveau de déformation pour atteindre cette loi de gonflement ciblée. Donc, la simulation du gonflement ne débute qu'à l'issue de l'étape finale de construction. Donc, on va venir prélever les états de contrainte dans chacun de ces blocs issus des étapes de construction et associés au rechargement spécifique dans les différentes zones. Et le gonflement est après simulé de manière automatique et itérative en appliquant une déformation ciblée à chacun de ces blocs. Et finalement, le processus se termine quand on a réussi à ramener l'ensemble des blocs dans un état de contrainte qui soit compatible avec le loi de gonflement retenu. Donc là, ce graphique présente l'ensemble des 112 blocs qui sont soit sur la droite de gonflement, soit pour les points qui sont avec une contrainte au-delà de la pression de référence retenue. Aucune déformation additionnelle n'est appliquée et on a un équilibre global qui est retrouvé. Donc, la processus itérative, elle a été simulée ou réalisée à l'aide d'un code d'automatisation via Python qui va dialoguer avec le logiciel Plaxis sur la base d'un algorithme spécifique. Donc, le principe de cet algorithme, c'est de chercher à imposer la déformation nécessaire à chacun des blocs. Et donc, l'idée pour que tous ces blocs se retrouvent sur la droite de gonflement. Donc, cependant, on ne peut pas uniquement imposer la déformation libre que l'on aurait à l'issue de la phase de construction, puisque les blocs sont interdépendants. Quand on impose une déformation dans une zone, l'état de contrainte et de déformation de la zone d'à côté est modifié. Et puis, du fait du contraste de raideur dans le modèle, la déformation que l'on envoie n'est pas forcément celle qui est réellement vue par le modèle. Donc, là, il y a une différence entre la déformation envoyée et la déformation calculée. Donc pour ça, on a eu recours à un processus itératif. Donc l'algorithme va imposer des déformations de manière itérative, avec un pas réduit, jusqu'à atteindre la convergence sur la droite de gonflement. Donc pour ça, en fait, on vient prélever l'état de contrainte et de déformation de chaque bloc à l'étape précédente, et petit à petit, on ajuste le niveau contrainte-déformation. Et la convergence est comparée à chaque étape à un critère de convergence pour l'ensemble des blocs découpés. Donc l'intérêt de cette modélisation, donc on vient en fait finalement travailler sur cette epsilon G que l'on impose, c'est, pour reprendre un peu la question à laquelle vous posiez tout à l'heure, c'est qu'on peut imposer cette déformation de manière verticale ou de manière volumique. On peut chercher à contrôler le gonflement par rapport à une contrainte verticale ou à une contrainte moyenne,
On peut comparer la pression à une pression la pression de gonflement retenue. On pourrait éventuellement la comparer à la contrainte verticale effective en place si celle-ci était plus forte que la pression de gonflement que donneraient les essais. Et puis on peut aussi faire des études paramétriques sur la pente du gonflement, à savoir si on retient le coefficient de gonflement qui donc garde une part du déchargement mécanique, ou si on s'intéresse uniquement à l'effet du gonflement hydrique avec la pente Kg. Donc l'étude a été faite en combinant toutes les possibilités. Néanmoins, donc, ce qu'on a vu, c'est que la déformation le gonflement étant un phénomène tridimensionnel, il nous a semblé logique d'imposer la déformation de manière volumique, bien que la droite de gonflement, on la compare en déformation verticale uniquement, donc on l'impose en volumique et on regarde ce que ça donne en déformation verticale, puisque nos odomètres nous donnent une déformation verticale uniquement. On a donc imposé donc, la contrainte de contrôle, ça pouvait être la contrainte verticale ou la contrainte moyenne. Et puis on a regardé ce que donnerait le fait de considérer la pente CG ou la pente KG. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on arrivait à respecter le critère de inférieur à 1 cm dès lors que l'on supposait que le déchargement mécanique était consommé lors des phases de terrassement. Donc on passe de 1,3 à 0,8. Et puis si on contrôle le mécanisme en termes de contrainte moyenne, de déformation, de contrainte sphérique, et bien même si on retient une pente CG, on réduit de beaucoup le soulèvement maximal du radier. Pour chaque étape, on peut suivre les chemins de gonflement pour vérifier la convergence de l'ensemble des blocs. Donc logiquement, les blocs les moins chargés sont ceux qui se déforment le plus. Donc là, cette déformation-là correspond au bloc initialement le moins chargé. Et cette modélisation a aussi permis de vérifier les niveaux de traction que l'on avait dans le refend pour montrer qu'on restait à des niveaux de cisaillement tout à fait acceptables et qu'il n'y avait pas de risque vis-à-vis de la stabilité d'ensemble de la structure. Et donc ces modèles ont été complétés ensuite par des modèles en déconsolidation, et je laisse Dino vous les présenter. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de l'approche 4A, qui est l'approche en déconsolidation ou variation de contrainte effective. Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'on applique une succion initiale, donc au niveau de la couche gonflante, et on lui applique ensuite une condition limite en tête, et on applique un calcul de consolidation ou déconsolidation qui engendre une variation de contrainte effective et donc un gonflement. Pour la loi de gonflement, donc, je disais que c'est une variation de contrainte effective. Donc on peut utiliser plusieurs lois de comportement. Le tout, c'est pouvoir caler la loi de comportement à une loi logarithmique qui est celle celle-là, qui est celle de la prise en compte du gonflement. Donc là, un exemple avec une loi de comportement, là je crois que c'était un HSM. Donc soit on applique une succion au départ. Donc là, ce qu'on voulait, c'était appliquer une variation de contrainte effective qui était égale à la contrainte de gonflement, à la contrainte effective de gonflement. Mais on peut également aussi faire un calcul de base, donc en mettant les contraintes initiales du sol en place, en faisant un calcul de déchargement, donc en considérant un comportement non drainé pour les sols argileux. Ainsi, on va engendrer une variation de pression intercielle, donc une succion, jusqu'au fond de fouille. Ensuite, on met en place le radier et les descentes de charge toujours en non drainé pour soulager, on va dire, le gonflement. Ensuite, l'étape un peu clé, c'est changer la loi de comportement initiale pour la ramener à celle qu'on avait calée précédemment. Et ensuite, on fait un calcul de consolidation classique qui va revenir un peu à la même chose que présenté précédemment. Donc l'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de discrétiser le sol gonflant en bloc. Donc la descente de charge, elle est gérée automatiquement sur le sol gonflant via les contraintes effectives. Il n'y a pas également d'itération à faire. L'inconvénient, c'est qu'on utilise une loi de comportement qui est valable en gonflement et pas spécialement en chargement. Du coup, là où on a de forts chargements, on peut avoir un tassement qui est un peu trop fort. Et globalement, on avait le même ordre de grandeur que la méthode proposée précédemment. Donc, dans tous les cas, on avait un critère, en restant sécuritaire, qui ne passait pas vis-à-vis des portes palières.
Donc, dans le cas de CMF, ce qui a été préconisé et réalisé, c'est la réalisation d'une purge en grave traité, donc qu'on peut voir ici. Donc là, la purge, elle faisait 2 mètres d'épaisseur. Donc au niveau vraiment de la partie qui respectait pas le critère de gonflement vis-à-vis des portes palières. Donc ce qui a été fait également sur CMF, donc ce qui est peu courant vis-à-vis du REX qu'on a, c'est une auscultation en place. Donc l'avantage de CMF, c'est que la forme se rapproche vraiment d'un odomètre. Donc c'est en quelque sorte un essai odométrique géant. Donc là, les objectifs étaient multiples. Donc c'était le suivi des variations de pression interstitielle, mais également des déformations au cours du temps et sur différents points de la couche gonflante. On avait pour objectif de distinguer la partie, le gonflement instantané du gonflement différé. Et on voulait également pouvoir par la suite confronter les résultats des modélisations numériques et également analytiques au comportement réel du sol et enrichir ainsi le retour d'expérience qu'on peut avoir sur ce type d'ouvrage. Donc là, quelques mots sur l'auscultation. Donc la forme du bilobe de CMF. Ici, la purge. Donc les carrés verts, c'est les différents poteaux de l'ouvrage. Donc nous, on a concentré la mise en place de l'auscultation sur la partie au nord du site. Donc là où on avait les gonflements les plus importants et en essayant de se dégager de l'emprise des poteaux et des purges. À noter qu'on ne pouvait pas mettre en place l'auscultation sur la partie centrale parce que c'était traversé par un tunnelier à un moment donné. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place l'auscultation depuis le TN, enfin presque, parce qu'ils avaient déjà commencé le terrassement au moment où on a mis en place l'instrumentation. Mais l'objectif, c'était vraiment ça. Donc c'était faire des forages, arriver dans la couche des marnes d'Argenteuil et mettre en place les différents capteurs. Donc là, on a mis en place 5 capteurs de pression interstitielle et 2 chaînes d'élongamètres. Donc c'est comme des extensomètres, sauf qu'on les met les uns à la suite des autres, c'est chaîné, et on peut ainsi avoir la déformation en différents points du sol, et ainsi avoir le déplacement total. Donc on vient s'ancrer dans une couche qui a priori ne gonfle pas, et où les déformations vis-à-vis des chargements mécaniques sont relativement faibles. À noter qu'on a également mis en place 4 capteurs de contrainte totale, mais qu'on a mis en place une fois le fond de fouille atteint et une fois la possibilité de les mettre en place. Pour protéger, on va dire, l'auscultation, on a laissé un tubage jusqu'au niveau du radier pendant la phase de terrassement pour que ce soit un peu plus visible par les entreprises et pour qu'il y ait un peu moins d'accidents. Ouais. Donc le tout était ausculté, monitoré en continu avec des centrales d'acquisition. Donc quelques petits mots là sur les capteurs de pression interstitielle. Donc on a mis des capteurs classiques donc, qui mesurent des pressions d'eau positives. Mais on a également mis des capteurs un peu spécifiques qui sont utilisés surtout dans l'agronomie, qui permettent de mesurer des suctions. Donc en fait, la chambre de mesure, normalement on a de l'eau et une pierre poreuse, on va dire, haute entrée d'air. Donc là, c'est plutôt une pierre poreuse en céramique, donc faible entrée d'air, qui permet de mesurer des fortes suctions. Et l'eau est additionnée avec un polymère qui évite une nucléation à partir d'une atmosphère, donc autour de 100 kPa. Et là, une illustration des ongamètres. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça permet de coulisser, donc soit mesurer une compression, soit une extension. Donc là, c'était plutôt paramétré pour mesurer une extension avec différentes longueurs. Donc des longueurs plus petites proches du fond de fouille et plus grandes ensuite, sachant que la déformation la plus importante proche du fond de fouille. Donc là, quelques photos de la mise en place de l'auscultation et au cours du terrassement. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est le tubage métallique donc, qui a été démonté au fur et à mesure du terrassement.
Donc, il y a eu quelques pertes, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc là, c'est la mise en place de l'auscultation. À noter également que les CPI et les onguiamètres ont été noyés dans un coulis qui avait une perméabilité proche des mains d'Argenteuil et un module également proche des mains d'Argenteuil. Donc cette technique-là, elle permet de s'affranchir, de faire une chambre de mesure dans les capteurs de pression interstitielle. Donc là, quelques résultats. Donc, ce que vous voyez en vert, c'est la cinétique de terrassement au cours du temps. Donc là, on a pu mettre en place réellement l'auscultation qu'à 60 jours. Donc on a loupé cette phase-là de terrassement. Par contre, on a pu suivre le reste. Et donc ce qu'on voit, il y a eu des phases de terrassement, des phases de repos. Ce qu'on voit, c'est que lors des phases de terrassement, il y a une augmentation des déformations. Et ensuite, à chaque fois, il y a des paliers de stabilisation. Donc on a atteint le fond de fouille ici. Donc là, il y a eu un petit problème au niveau de la centrale qui a été déconnectée, qui a été rebranchée plus tard. On voit qu'à partir du moment où on a mis en place le radier, il y a vraiment une stabilisation du déplacement. Il y a même un léger tassement par la suite lorsqu'on a commencé à monter le GC intérieur. Donc ça, c'est les capteurs de pression interstitielle. Donc toujours la phase de terrassement ici. Donc ce qu'on voit ici, c'est de là à là, c'est équivalent à la hauteur de coulis. Donc c'était avant qu'elle fasse prise à l'intérieur du tubage. Là, c'est une fois qu'elle a fait prise. Et ce qu'on voit ici, à chaque fois, c'est que lors des phases de déchargement, on a une variation de la succion, enfin de la pression interstitielle, pardon. Et ensuite, on a un rééquilibrage pendant les phases de repos, et ainsi de suite. Là, ça s'accélère un peu jusqu'au fond de fouille, et après, ça augmente. Donc, ça suit plutôt bien la logique qu'on voulait. Donc, il y a 3 phases de gonflement qui ont été observées. Donc, pendant les terrassements, on voit qu'il y a vraiment une part de gonflement immédiat dû au déchargement mécanique, avec une diminution de la pression interstitielle après chaque phase de terrassement et une amorce de dissipation après chaque phase. Il y a une phase avant mise en place du radier où on a une remontée de la pression interstitielle jusqu'à environ 0 kPa. Et ensuite, il y a la phase après la mise en place du radier où on a une augmentation instantanée en fait, de la pression interstitielle qui est liée à la mise en place du radier de l'ordre de 30 kPa. Et ensuite, on a vraiment une diminution du gonflement avec une stabilisation. Et ce que je voulais vous montrer aussi ici, c'est que donc, à chaque fois, en faisant le cumul, on voit les différentes phases de gonflement en fonction de la profondeur. À la base, donc là où c'est ancré, le gonflement est vraiment minime. Et au sommet, c'est là où il est maximal. Donc, en conclusion, il y a un travail important qui a été fourni sur cette gare, avec la prise en compte du gonflement au niveau du fond de fouille et la mise en œuvre de plusieurs techniques de modélisation du gonflement, notamment par ISS. Il y a eu une convergence des différentes méthodes, ce qui va plutôt dans le bon sens. Il y a une mise à profit des réflexions du groupe de travail qui ont alimenté les discussions vis-à-vis de cette gare et vice-versa. Également, elle a eu la possibilité de mettre en place une auscultation du phénomène de gonflement. Et ce qui est un peu rare, c'est dès la phase de terrassement et qui s'est poursuivi au cours du temps. Donc, le travail en cours, donc, il y a eu quelques publis pour des journaux. Il y a une thèse en cours qui est en cross-finalisation avec Missa Mondragao. Donc les perspectives, c'est exploiter encore plus le retour d'expérience et faire des publications. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Juste pour compléter quand même, pour compléter la conclusion, c'est quand même au départ, on était quand même sur un radier qui devait faire 3 mètres d'épaisseur, je crois, un peu plus de 3 mètres, et qu'on a, grâce à ces calculs un petit peu poussés, que ce soit par l'entreprise, par le maître d'œuvre ou par la MO géotechnique, on a quand même réussi à diminuer d'un facteur 2 à peu près l'épaisseur de radier. Et donc voilà, c'est pour montrer quand même que
la prise en compte de tout le travail du groupe de travail, plus donc des modélisations assez poussées, avait permis quand même une optimisation assez poussée de cet ouvrage. Et j'espère que ça permettra dans le futur également d'aller dans le sens de la sécurité, mais aussi de l'optimisation de nos ouvrages, de nos fouilles profondes. Donc les questions. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. Je voulais, pas forcément réagir sur l'auscultation là au niveau du radier, savoir s'il y avait eu une auscultation aussi au niveau de la paroi et si vous aviez tiré quelques conclusions, notamment sur l'aspect gonflement pour les soutènements. Je crois qu'il y a du classique, enfin, des inclinaux, des cibles topo, mais ça, on n'a pas pu l'exploiter encore. Donc c'est vraiment intéressé au fond de fouille, au radier. En tout cas, ça avait été pris en compte dans le cadre des calculs avec les 2 modèles nord-sud. Après, sur l'auscultation, je te laisse répondre. Ça n'a pas été exploité à ma connaissance. Enfin, pas par nous en tout cas, par l'entreprise, oui, mais pas par nous. Oui, juste une question entre la comparaison entre les prévisions et puis la réalisation, parce que vous avez fait des instrumentations assez intéressantes. Est-ce que j'ai bien compris qu'au début, vous aviez prévu des gonflements de l'ordre de 14 mm au maximum, qui dépassaient les 10 mm de critères, et que vous avez été obligé de faire une substitution dans certains endroits? Et deux, est-ce que vous avez donc finalement mesuré, in fine, vous avez mesuré 14 mm, qui est une mesure partielle, puisqu'il n'y a pas eu la décompression de démarrage. Donc au total, si vous aviez été capable de tout mesurer, vous auriez eu 18 mm. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter le rapport entre prévision et réalisation? Je dirais pas tout à fait, parce que normalement le gonflement de déchargement mécanique n'était pas forcément pris en compte dans la modulation numérique, c'était vraiment un gonflement par imbibition. Donc là, on s'est rendu compte qu'on avait un gonflement de déconfinement qui avait été mesuré et une amorce du gonflement en imbibition. Après, on ne sait pas exactement dans quelle proportion. Qui continue, ouais. Et la substitution avait été mise en œuvre, je n'ai pas très bien suivi si ça avait été mis en œuvre, la substitution des matériaux par des graves là au milieu, là, vous l'avez faite à quel moment une fois le fond de fouille atteint. Le fond de fouille atteint, ouais. D'accord. C'est tout. Oui, moi j'ai pas tout compris sur le premier calcul avec les différents blocs. Comment est assurée la compatibilité des déformations entre les différents blocs? Eh ben, il y a le critère de convergence et sur l'ensemble des blocs en même temps. Il faut que l'ensemble des blocs, on les ramène sur la droite de gonflement. Donc, voilà. Là, chaque point représente un des 112 blocs. Et donc, on impose de manière itérative la déformation jusqu'à ce que l'ensemble des blocs satisfassent la loi de gonflement. Donc, on peut le voir là sur les 112, mais si on fait un extrait, voilà, il y a un certain nombre de blocs pour lesquels aucune déformation n'est nécessaire d'être imposée, puisqu'on est au-delà de la pression de gonflement. Et pour les autres, on suit le chemin de gonflement de manière à ce que l'ensemble des blocs atteignent notre critère. Est-ce qu'on peut revoir le dessin des blocs dans le maillage? Mais alors, qu'est-ce qui se passe à l'interface entre deux blocs? Et bien justement, en fait, on impose une déformation volumique à chaque bloc, et après, on prélève, une fois qu'on a imposé cette déformation, la déformation moyenne du bloc, la contrainte moyenne dans le bloc, en faisant bien attention au poids relatif de chaque élément avec son volume, au poids des points de Gauss, de façon à faire une moyenne pondérée, et on vérifie que l'ensemble satisfasse le critère. Et en fait, on y arrive uniquement puisqu'on impose des très petites déformations, et petit à petit, on se rapproche de l'équilibre. Merci. Je voudrais revenir sur les déformations imposées axiales ou volumiques. Du coup, dans ce cas, je comprends que si on impose tous en axial, c'est plus conservatif en termes de soulèvement.
La différence n'était pas majeure, puisque donc, on impose soit en volumique, soit en vertical. Mais après, la convergence, elle se fait bien sur de la déformation verticale, puisque notre loi de gonflement, elle est valable à l'échelle holométrique sur une déformation verticale. Oui, c'est ça, je comprends. Après, vous avez mentionné qu'il y a un critère de soulèvement de 10 pardon mm, un critère à respecter pour cet ouvrage, c'est les 10 mm de... Oui. Et du coup, ça tombe justement... Et ben justement, ce qu'on montrait, c'est que donc, avec la pente CG, oui. donc, qui est donc, le cumul du déchargement mécanique et du gonflement hydrique, on était tout juste au-dessus. Si on retient uniquement le déchargement différé avec la partie hydrique, on réussissait à respecter le 1 cm. Mais l'effet le plus majeur, c'est quand on contrôle non plus en contrainte verticale, mais en contrainte moyenne. Ça s'explique, puisque en fait, quand on décharge la fouille, on réduit beaucoup la contrainte verticale, mais la déformation horizontale reste relativement importante. Donc on a une contrainte moyenne qui reste en fond de fouille qui est relativement grande. Donc on part d'un état qui est déjà plus à droite du diagramme. Oui, je comprends sur l'aspect calcul. C'est juste pour plutôt l'aspect comment dire, contractuel ou risque. Donc voilà, donc, nous on a ouais, justement l'intérêt de ce calcul, c'était de pouvoir paramétrer et de regarder l'impact des différents facteurs. On voyait qu'il y avait un cas où on ne respectait pas le critère de 1 cm, et de manière conservatoire, une purge a été faite dans la zone où on dépassait le critère d'1 cm. Et c'est uniquement là qu'on a retiré le mètre ou le mètre 50 d'argile supplémentaire en fond de fouille. C'était la zone la moins chargée sur laquelle il y a une substitution qui a été faite. Ok, merci. En phase définitive, donc c'est bien vis-à-vis du déchargement. Donc effectivement, après, effectivement, il y a l'aspect cinétique du gonflement qu'on aurait pu activer. On se rend bien compte que voilà, c'est un peu l'idée, mais dans la mesure où voilà, c'est pas forcément évident de savoir à quel moment, quelle est la cinétique de ce mécanisme. Mais effectivement, ça va dans le sens de la sécurité, quoi. Tout à fait. Une question pour Dino. L'instrumentation, les pressions interstitielles restaient négatives en soumission, et encore, ça semblait qu'il y a une évolution. Oui. Sur un autre graphe où on avait en fait, il y avait aussi les déplacements, les déformations, on a atteint un palier qui laissait penser qu'on a plus ou moins stabilisé, alors que on était encore en souci. Oui. Oui, j'ai pas tout affiché. Hein. Enfin, là, je me suis arrêté à 180 jours. Ça continue à monter. Ça continue à monter à 0 et quelques. Et en fait, ouais. On arrive à 0 par la suite. Et ensuite, en fait, le capteur il est uniquement fait pour mesurer la succion. Donc après, on est hors gamme, quoi. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, justement, dans le cadre de la thèse de MISOM. Après, vu que le comportement hydrique il est assez compliqué, donc avec la présence de deux nappes et avec des couches étanches, donc en fait, on a fait différents calculs paramétriques pour voir comment est-ce qu'on arrivait finalement à converger, quoi. On arrive à converger moyennant quelques hypothèses. Ouais. Oui, c'est l'objectif. C'est pour ça aussi que j'ai pas tout affiché non plus. Et plus sur la longueur, ça a été itéré ou comment ça a été choisi, en fait, il y a eu des modèles axisymétriques qui ont permis déjà de valider la démarche de l'algorithme. Et puis ça a permis de faire des études de sensibilité justement sur la taille des blocs qu'il fallait prendre en compte. Et ce qu'on a vu, c'est que par contre, il était important de calculer la contrainte moyenne correcte, à savoir pondérée par la taille des éléments et par le poids relatif des points de Gauss, notamment vis-à-vis de la contrainte. Voilà, si on somme brutalement les points de la zone sans tenir compte de ça, l'erreur peut devenir importante. Mais dès lors qu'on corrige en pondérant, les exercices qu'on avait menés montraient que c'était suffisant. Et en termes de modélisation et de temps de calcul,
du fait d'avoir 120 blocs, on est sur un modèle qui fait une itération. On est sur combien de temps à peu près Je ne sais plus vous dire, ça dépend aussi de la puissance du calculateur. C'est relativement long, hein. C'est plus, enfin, 1 jour ou 2 jours de calcul, je pense. Une question pour la suite à donner. Est-ce que le maître d'ouvrage donne une suite justement pour le suivi du gonflement à long terme ou pas du tout? Pour l'instant, je crois qu'on a encore 2 ans de suivi, un truc comme ça. Et après, c'est à confirmer, à valider pour la suite. C'est pas fait pour être suivi ad vitam. Par contre, pour l'instant, c'est encore suivi. S'il n'y a plus d'autres questions, si, ouais. Je t'en prie. Non, là, c'est aussi sur l'auscultation, c'est impressionnant de voir que vous ayez réussi à faire ça et à convaincre les travaux de pas tout démolir, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues travaux qui sont dans la salle. Et d'un point de vue pratico-pratique, du coup, et financier, comment vous avez réussi à mettre en musique le choix de faire cette auscultation dans un contexte où ça crée des problématiques, pour rester poli, pour tout le monde, et même si on a des conclusions qui sont très intéressantes. Je dis ça pour voir les arguments que je vais pouvoir sortir pour la suite de mes activités. On a vu qu'on était vraiment limite en termes de critères. Du coup, on a également proposé ça au maître d'ouvrage pour avoir un peu plus de garantie vis-à-vis du critère final. Et il a accepté. Il n'y a pas. Et ça lui permettait également d'avoir un REX pour les projets à venir, en fait. De se baser là-dessus. Oui, c'est une question plus technique. J'ai vu dans des hypothèses de calcul précédentes qu'on prenait comme succion initiale la contrainte de gonflement du sol. Et ici, la succion que vous mesurez, ça c'est des mesures très intéressantes. Elle est de l'ordre de, je ne sais pas combien, 60 en départ. Elle décroît à 40, elle repart à 60. Après, elle Oui, ouais. donc au final, en fait... Oui, qu'est-ce que vous inspire ces valeurs de succion là par rapport à la profondeur de l'excavation, au relâchement de contraintes correspondant, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au final, on atteint 110 kPa, mais qu'il y a des phases de déconsolidation pendant les différents paliers de déchargement. Donc si en fait on considère qu'il n'y a pas de dissipation, on n'est pas si loin des 250 en fait, je pense. Parce qu'on voit qu'à chaque fois, là on gagne quoi? On gagne 20, 20, 20, et ainsi de suite, quoi. Donc le 250, normalement, c'est une fois le déchargement total atteint. Normalement, non. Après, tout dépend de l'état de saturation initiale en place, la distance par rapport à la nappe. Normalement, non. Normalement, on est proche de la saturation et on est saturé ou quasi saturé. C'est lié au coefficient de Skempton, le coefficient B. Donc si on est saturé, le delta il est de 1. Et si on n'est pas saturé, c'est inférieur. S'il n'y a plus de questions sur cette présentation, on peut certainement conclure la journée. S'il y a d'autres questions sur d'autres présentations, n'hésitez pas. Et donc on vous invite sinon fortement à lire les recommandations qui devraient être en ligne sous peu, d'ici avant l'été.